nous allons enchaîner avec le topo suivant du professeur Étienne Gaillat sur intérêt et méthode d'évaluation du couplage ventriculo-artériel. Merci beaucoup. Alors, là, je ne vais pas faire le sondage de qui monitore le couplage ventriculo-artériel dans son quotidien d'anesthésiste-réanimateur, mais on va quand même voir qu'en vrai, on a sûrement des façons indirectes de l'observer. On va revenir rapidement sur ce que c'est. Alors, j'ai un vrai conflit d'intérêt, pour de vrai, puisque mon équipe et moi ont déposé un brevet qui, justement, je vais vous détailler une technique dont on estime qu'elle approxime un peu et qu'elle approche une mesure du monitorage du couplage ventriculo-aortique chez les patients d'anesthésie. On va séparer le couplage ventriculo-artériel en théorie, qui en théorie tout va bien, comme diraient des proches, et on va voir en pratique, et vous allez voir qu'il y a quand même un gap. Donc je vous apprends rien sur le fait qu'il y a une relation pression-volume ventriculaire gauche, et quand vous associez les courbes ici de pression ventriculaire gauche avec les 4 points de remplissage diastolique, de contraction isovolumétrique, d'éjection et puis de relaxation isovolumétrique, vous obtenez une boucle ici qui part de la fermeture des valves aortiques à l'ouverture, puis l'éjection, et puis la valve mitrale avec le remplissage, la contraction isovolumétrique, c'est-à-dire qu'on ne change pas de volume, on augmente de pression avant d'éjecter vers l'aorte le sang. Dérivé de cette courbe pression-volume, on observe un certain nombre de paramètres physiologiques qui correspondent ici à la tangente de 2 points. Le point où il y a la pression ventriculaire gauche télésystolique à la fin de la systole, et puis son volume télésystolique. Un autre point d'intérêt qui est le croisement entre le volume télédiastolique et la pression télédiastolique. Entre les deux, ici c'est facile, c'est la différence entre diastole et systole, c'est le volume d'éjection systolique. L'air sous cette courbe correspond à une variable qu'on appelle l'énergie mécanique, c'est-à-dire toute l'énergie qui est consommée pendant un cycle cardiaque. Juste, je vous rappelle que qu'est-ce qui consomme, on ne va pas faire de sondage, le plus d'énergie dans le cycle cardiaque? C'est l'éjection ou la relaxation? La relaxation. Bref, on a un autre paramètre qui est connu également, qui est le travail cardiaque, qui est le produit du volume d'éjection systolique et puis de la différence de pression télédiastolique, télésystolique du ventricule gauche, et puis des indices d'efficience qui sont les rapports entre l'air et le travail cardiaque. Tout ça sont des données très basiques, comme on dirait, très fondamentales, qui ont permis d'étudier le rôle de médicaments, l'effet de procédure. On va voir que pour obtenir tous ces paramètres, il faut avoir des mesures assez sophistiquées et surtout très invasives. En effet, pour mesurer et obtenir ces courbes, le gold standard, c'est d'utiliser un cathétérisme cardiaque avec dans le ventricule gauche un cathéter de conductance qui est capable de mesurer et le volume et la pression de manière simultanée. Et puis la façon de construire la courbe, en particulier d'élastance ventriculaire, va consister à faire varier les conditions de charge. Et donc habituellement, il y a un ballon dans la veine cave inférieure qui va gonfler à différents niveaux pour faire diminuer et varier le retour veineux. On voit qu'on ne peut pas tellement faire plus invasif. Et quand vous faites varier le retour veineux, vous voyez, vous êtes capable chez un même patient de construire différents niveaux et différents types de volume d'éjection qui, ici, va permettre de dégager un certain nombre de paramètres. Donc cette pente qui relie un volume mort, on va dire, au niveau du ventricule gauche, et puis le point qui relie pression télésystolique et volume télésystolique, c'est l'élastance ventriculaire, en anglais End Systolic Pressure Volume Relationship, qui est donc un vrai indice de contractilité ventriculaire gauche, indépendant justement des conditions de charge. C'est pour ça qu'il a un intérêt particulier. Donc c'est la pente de cette courbe qui est l'élastance. Et on a capable comme ça de l'estimer, plutôt de la mesurer, pardon. La façon de le mesurer consiste à, comme je vous l'ai dit, à construire plusieurs boucles chez un même malade qui vont, malade à qui vous changez les conditions de charge, vous ne changez pas les conditions de contractilité, et donc vous allez pouvoir comme ça tracer cette tangente et avoir ici sa pente.
On ne va pas faire un cours de physiologie, il y a des situations évidemment à la fois physiologiques, pathologiques et surtout d'intervention thérapeutique qui vont faire varier ces conditions d'élastance. Et si en tout cas vous voulez les mesurer réellement et les détecter, il faudrait avoir ces approches extrêmement invasives. Je vais passer, pour gagner un tout petit peu de temps, sur ces différents points. Pourquoi on parle de couplage ventriculo-artériel? Parce qu'effectivement, le ventricule gauche, il va éjecter contre la résistance de l'arbre artériel et qu'il y a des travaux fondamentaux qui ont dit qu'il y avait un point d'équilibre entre la force du ventricule gauche et donc sa contractilité intrinsèque et la résistance qu'on appelle l'élastance artérielle contre laquelle il va éjecter et qui a un point d'équilibre où justement il y a un couplage optimal. Ça veut dire que la consommation, en tout cas la force produite par molécule d'oxygène consommée est optimale. Et donc, on a pu comme ça dériver des mesures du couplage ventriculo-artériel. Donc ici, je vous remets la courbe théorique d'élastance, enfin plutôt la pente et l'élastance ventriculaire, et s'oppose à ça l'élastance artérielle, qui est celle cette fois-ci qui correspond à la pente, qui relie le point de télédiastole, volume télédiastolique au volume télésystolique. Et vous pouvez estimer cette pente en divisant je vous invite à faire un peu de maths, mais en faisant le volume d'éjection systolique divisé par la pression télésystolique du ventricule gauche. Et c'est un indice de post-charge ventriculaire qui est bien connu. Et formellement, physiologiquement, le couplage ventriculo-artériel, c'est le rapport entre cette élastance artérielle sur l'élastance ventriculaire. Il y a des normes, il y a eu des études humaines en physiologie, en pathologie, qui vous disent que à peu près le rapport est de 1, plus ou moins 0,36. Alors vous voyez, on a l'impression de donner un truc très précis. Cette étude de Chen de 98, de mémoire, je crois qu'il y a 30 patients. Et donc on n'est pas sur l'établissement de normes tout à fait universelles quand même. Mais bon, c'est au moins les chiffres qu'on a dans la littérature. Alors, en vrai, il y a des études cliniques qui ont utilisé ces approches invasives pour faire des démonstrations qui aujourd'hui nous semblent tout à fait évidentes, mais qui l'ont montré de manière très rigoureuse, notamment l'intérêt par exemple du ballon de contre-pulsion intra-aortique dans la pathologie ischémique, qui va faire baisser la post-charge, et on le constate ici, sans modifier la contractilité, donc manifestement qui améliore. Vous voyez ici, vous passez chez les malades, c'est pas évident ici, avant la mise en place du ballon et après la mise en place du ballon, et vous voyez que vous avez amélioré le rapport EA sur ES, donc vous avez amélioré le couplage ventriculo-artériel nettement. De la même façon, quand vous donnez des vasodilatateurs, ici c'est de la nicardipine à des patients, vous allez optimiser le travail cardiaque dans ce sens où vous ne changez pas la contractilité des ventriculaires des patients. Par contre, vous abaissez l'élastance artérielle et vous avez ainsi, notamment c'est ce qu'on observe dans l'insuffisance cardiaque aiguë, dont les vasodilatateurs, je le redis, sont le traitement premier, pas du tout les inotropes, sauf en cas de choc. Donc ça, ce sont des données obtenues de manière invasive classique. Depuis 10 ans, puisque la question s'est posée de dire est-ce qu'effectivement ce paramètre de couplage, il est intéressant, et est-ce que je peux l'utiliser dans ma pratique de réanimation, d'anesthésie, même de cardiologie, mais de tous les jours sans aller au caté. Du coup, des outils ont essayé d'estimer, d'abord, plutôt que d'essayer de faire varier les conditions de charge, est-ce qu'avec un point de mesure, j'étais capable d'estimer ces paramètres d'élastance, et puis de plus en plus ont été développés des outils totalement non invasifs qui couplaient l'échographie cardiaque pour essayer d'obtenir des indicateurs de volume intracardiaque et puis la tonométrie artérielle sur lequel je vais revenir un petit peu après, qui est un outil qui permet à partir d'une mesure de l'onde de pouls en périphérie, soit au niveau radial, soit au niveau carotidien, de reconstruire l'onde de pouls au niveau de l'aorte ascendante et donc d'avoir une estimation de la pression centrale et donc une estimation de la pression télésystolique du ventricule gauche. Et on a essayé de contribuer à ça. Donc je vous présente un travail que j'avais fait quand j'étais chez Roberto Lang à Chicago, qui avait beaucoup travaillé ces outils, notamment
d'estimation en échographie. Donc on reprend cette courbe et simplement on était parti d'une méthode qui est celle dérivée par Chen, qui est la plus célèbre. Je sais que Emmanuel Lorne est là, on va en reparler, mais qui a pu être utilisée, qui à partir finalement de paramètres obtenables à la fois la pression diastolique, à la fois la pression télésystolique, le volume d'éjection systolique, et puis ici un autre paramètre estimé sur ces différents paramètres non invasifs, donner une valeur d'élastance artérielle, d'élastance ventriculaire, et ici une autre formule un peu plus sophistiquée, mais pareil, dérivée de paramètres à la fois de pression et à la fois d'autres paramètres obtenables, notamment en échographie, le temps de contraction isovolumétrique, le temps d'éjection et le volume d'éjection systolique. Et on a essayé de voir à quel point on pouvait, en associant de la tonométrie artérielle pour avoir la valeur de pression ventriculaire télésystolique et les paramètres d'échographie cardiaque, en l'occurrence c'était de l'échographie 3 dimensions, essayer d'estimer ces paramètres. On n'avait pas de mesure de gold standard, donc on s'est essayé de se mettre dans des conditions dont on sait qu'elles modifient le couplage ventriculaire pour voir si on était capable de le détecter. Et donc ici, une première expérience, on va dire, qui consistait à administrer de la dobutamine chez des sujets sains à 5 et 10 gamma kilominutes, et on observait qu'avec cette technique d'estimation totalement non invasive de l'élastance artérielle, on est arrivé à montrer une augmentation de la pression. Pour la petite histoire, je suis un des points, ce qui prouve que les conditions éthiques étaient plus flexibles à la fois de ce côté de l'Atlantique et à cette période-là. Et puis on avait regardé dans une autre condition très pathologique qui était la cardiopathie dilatée sévère, et on voyait effectivement, dont on sait qu'elle est associée à un défaut intrinsèque de contractilité, on voyait qu'on arrivait, vous voyez qu'il y a un overlap, hein, mais qu'on arrivait à détecter une différence. Donc potentiellement on a là un outil qui mesure correctement l'élastance ventriculaire, et je crois que je ne vous montre pas, mais le couplage de l'élastance artérielle était obtenu là beaucoup plus facilement puisqu'on avait cette estimation de la pression télésystolique et on voyait les différences également de couplage. Tout ça, c'est donc un peu, c'était au labo, là, le couplage ventriculo-artériel en théorie. Alors maintenant, le couplage ventriculo-artériel en pratique. En pratique, on aimerait effectivement avoir des mesures indépendantes des conditions de charge. On l'a vu que c'était déjà à la limite même des nouveaux outils, ça reste la limite des outils. Et puis, par ailleurs, le couplage ventriculo-artériel, ça donne une évaluation globale du système cardiovasculaire, et on voit qu'aujourd'hui, c'est sûrement, on va le revoir rapidement, un moment où l'optimisation hémodynamique, notamment au bloc opératoire, mais aussi en réanimation. On a passé beaucoup de temps à optimiser la volémie, on va le revoir, donner des fluides. Maintenant, on sait et on a appris des essais, et notamment des essais français, que optimiser la pression artérielle, c'est aussi très important. Donc quand on commence à jouer sur les deux, eh bien, on va s'apercevoir que le couplage ventriculo-artériel, il a probablement un sens et un impact peut-être sur le devenir des patients. Et donc, on va le voir, mais c'est effectivement difficile. Donc, je vais maintenant passer 5 minutes à vous montrer. Il y a deux approches, celle dont j'ai parlé du brevet, et puis l'élastance dynamique a été même testée. Je vois Emmanuel qui est là, donc il pourra en parler aussi, pour essayer d'avoir des estimations. Donc on n'est pas dans de la mesure du couplage ventriculo-artériel, mais des estimations. Donc je vous remonte cet essai pour faire un peu de cocorico, qui montre que quand je traite plus agressivement avec de la noradrénaline des patients au bloc opératoire, j'améliore leur devenir, et puis par ailleurs, un autre résultat, je les remplis un peu moins. D'accord ? Donc qu'est-ce qui se passe quand on optimise la pression et qu'on remplit moins les patients, et qu'on regarde d'un côté la pression artérielle, ici c'est salle 4 du bloc opératoire de la Lariboisière, vous avez un patient qui a 80 de volume d'éjection systolique, et puis qui est hypotendu. Nous allons y revenir. Donc là, vous le faisiez, maintenant vous ne le faites plus, mais un peu de néosinéphrine. Et si vous ne regardez que, là vous voyez quand même début de baisse du volume d'éjection systolique, on va y revenir, qui baisse maintenant, qui est divisé par 2, à peu près, qui se stabilise. On a baissé... la fréquence cardiaque n'a pas trop bougé, le débit cardiaque probablement de 2, et par contre on a restauré, je pense qu'on est content avec ce chiffre de pression artérielle. Donc si on regarde que la pression artérielle, on est content. Si on regarde le volume d'éjection systolique, on est moins content. Alors,
on a essayé de formaliser, de voir si effectivement ces impacts, pression, volume, étaient éventuellement différents en fonction des médicaments. Et là encore, en regardant des paramètres à la fois de rigidité et des paramètres de volume et de fraction d'éjection, mais de volume d'éjection systolique, on a regardé, je vais un peu vite, mais sur une cinquantaine finalement de patients au bloc opératoire, si quand on leur administrait un bolus de vasopresseur, on était capable de détecter des effets différents. Et effectivement, la première chose, c'est qu'on fasse de l'éphédrine, de la noradrénaline ou de la néosynéphrine en bolus, on obtenait pour ces patients finalement une variation de pression artérielle qui était de l'ordre de 20% à chaque fois. Ce qu'on observait, ça c'est un phénomène assez connu, c'est des baisses de volume d'éjection systolique, en particulier avec la noradrénaline et l'éphédrine qui étaient assez constantes. Vous ne changez pas la contractilité ou très peu, vous augmentez la post-charge, le volume d'éjection systolique baisse. Ça, c'est assez classique. Ce qui était peut-être intéressant, c'est de constater, quand on regardait l'élastance ventriculaire, c'est que là, on observe, et d'autres travaux l'ont montré, des différences plus importantes, et notamment une augmentation de la rigidité artérielle plus importante avec la phénétrine qu'avec la noradrénaline. Et donc, on peut le reconstruire un peu, un couplage, en tout cas plus altéré avec ce médicament, puisqu'on a finalement altéré encore un peu plus le volume d'éjection systolique et augmenté un peu plus l'élastance artérielle. Et donc, c'est ce que je viens de dire. Et partie de là, l'idée de dire que peut-être de combiner dans un indicateur le signal de pression artérielle avec le signal notamment de vélocité aortique pouvait donner des indications sur cette relation ventriculo-artérielle. Et donc ça consiste, plutôt que de les regarder séparément, à essayer de mélanger, un peu comme on le fait dans une courbe pression-volume, mais là, la vélocité aortique avec la pression artérielle. Et donc on a essayé de formaliser ce travail-là vous voyez ici, on est plus sur ouverture, fermeture de la valve aortique, mais ici, dans des situations où vous avez l'éjection systolique, et puis ici, ce que vous avez au niveau de la pression, c'est les ondes de réflexion. Donc vous avez, alors que le débit aortique commence à diminuer, la pression qui continue à augmenter, qui correspond aux ondes de réflexion. Et vous voyez en physiologie que plus ces ondes de réflexion vont revenir vite, plus le système est rigide, plus l'éjection va être gênée et plus l'augmentation de pression va être importante. Et donc on a essayé de regarder si cette relation ici, le point C, en tout cas la hauteur du point C qui est représentée par cet angle qu'on a appelé le Global Afterload Angle, était associée à la fois à des situations là encore pathologiques et puis éventuellement des effets des médicaments différentiels. Donc même design en regardant à la fois de façon invasive la pression mais aussi en regardant les pressions centrales par de la tonométrie et puis du Doppler œsophagien pour les vélocités aortiques. Et je vais vite, mais vous avez ici un profil typique de patient qui a une rigidité artérielle intrinsèque parce qu'on sait qu'il a beaucoup de facteurs de risque cardiovasculaire et puis par ailleurs des indicateurs de rigidité importants. Ici, un angle qui est élevé, c'est-à-dire qu'il y a un point C qui est très important, alors qu'un patient jeune qui a un système très compliant artériel, lui a un angle plus petit. Donc on peut par ce moyen-là au moins détecter cette rigidité intrinsèque. On l'a comparée et montré qu'elle était reliée à d'autres indicateurs de post-charge ventriculaire. Et puis, et je vais m'arrêter là pour ça, mais montrer qu'effectivement, il y avait d'une part la rigidité intrinsèque qu'on était capable de capter, mais aussi les changements de rigidité liés aux médicaments, avec ici essentiellement de la noradré, donc pas la même chose, on n'a pas été, parce qu'on n'utilisait plus de phényléphrine tellement capable de détecter des différences, mais c'était l'hypothèse qu'on faisait. Donc voilà un outil qui est, disponible maintenant. Alors, pour la petite histoire, on l'a co-développé, et le brevet même a été licencié par Deltex, donc c'est un vrai conflit d'intérêt, j'y reviens, mais toujours est-il, et je suis très clair là-dessus, si on a une discussion sur c'est quoi l'impact, aujourd'hui je n'ai pas de réponse à ça. On a un outil dont on pense qu'il peut aider à titrer ou à choisir le type de prise en charge de l'hypotension au bloc opératoire. Il y a devant nous, d'une part, de relier ce paramètre avec le devenir des patients, et puis, in fine, de dire j'ai une stratégie basée sur une optimisation de ce paramètre et j'améliore le devenir des patients. Donc je viens à un autre paramètre qui essaye d'estimer l'élastance, le couplage ventriculo-artériel, qui est l'élastance artérielle dynamique,
qui est dans le plan de son calcul assez simple, qui est le rapport de la variation de pression pulsée sur la variation de volume d'éjection systolique en lien avec variation respiratoire. Et ici, un travail récent par l'équipe de Michael Pinsky, je crois, qui montre que dans un modèle animal, donc chez qui on peut encore faire des mesures véritables d'élastance artérielle et ventriculaire, eh bien, il y a une relation qui est assez bonne, avec un R, vous voyez, à 0,67, entre ce paramètre d'élastance dynamique et les vraies mesures du couplage ventriculo-artériel. Donc on a là, et on sait que l'élastance artérielle dynamique, elle est embarquée dans un certain nombre de moniteurs. Et la question, il y a un début de réponse à est-ce que ça peut servir à quelque chose. Donc il y a un essai français qui a été conduit en chirurgie cardiaque chez des patients hypotendus qui a consisté à dire est-ce que je peux utiliser ce paramètre pour sevrer les patients de noradré versus faire comme ce que je fais d'habitude, c'est-à-dire avoir une cible de pression artérielle pour les sevrer, et avec une stratégie en cas d'hypotension persistante malgré un couplage paraissant optimal de remplissage ventriculaire. L'observation, c'est qu'effectivement, ici, le groupe sevré basé sur l'élastance dynamique, ici celui basé sur le traitement standard, montre que globalement, on sevre effectivement plus rapidement ces patients. Et quand on regarde, c'est sûrement un tout petit peu petit, eh bien on voit que la durée donc totale du traitement par noradré est raccourcie, que la dose totale est également raccourcie, et puis qu'un certain nombre de paramètres, notamment la durée de séjour, donc un paramètre assez dur et intégratif en réanimation, est également amélioré. Après, on peut, je suis preneur qu'on ait une discussion sur ces paramètres liés à la variation respiratoire qui, comme le delta PP, doivent avoir les mêmes limites que ça. Donc en termes d'applicabilité, c'est aussi difficile. Et donc je pense que c'est un paramètre qu'on doit avoir en tête. Après, mettre un Doppler œsophagien et un cathéter radial, ça a aussi beaucoup de limites. Donc il n'y a pas d'outil parfait, mais on voit quand même que globalement, moi je trouve que cette étude montre, et il n'y en a pas tant que ça, que essayer de optimiser le couplage ventriculo-artériel, eh bien, ça améliore une forme d'outcome dans une population particulière. Donc il y a du travail devant nous, mais il y a sûrement des choses à faire. Et c'est ma diapo de conclusion pour se laisser quelques minutes de discussion. Il y a une très jolie et très très récente revue générale dans le journal européen qui est fait par Pierre-Grégoire Guinaud, d'Anne Longroy, sur ce sujet-là, et qui rappelle un peu à la fois les conditions pathologiques, à quoi elles correspondent, et ce qui devrait être le traitement pour ces patients. Et je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle ? Moi, j'en avais une première, c'est que pour le monitorage et pour justement guider ce sevrage de la noradré, c'était des mesures qui étaient faites tous les combien de temps ? C'est un monitorage qui est continu ? Oui, c'est embarqué. Alors, sous le contrôle d'Emmanuel Lorne, mais je ne sais plus quel était le moniteur, en l'occurrence, c'était Mosquer ? Donc c'était pas continu dans cette. Mais il y a l'élastance dynamique existe parce que sur des moniteurs, encore je crois, et j'ai pas d'action avec eux pour le coup, Mosquer le donne puisqu'il y a une estimation du bit to bit du volume d'éjection systolique et de la pression pulsée, et donc ils sont capables de donner ce rapport. Mais effectivement, sinon c'est une estimation. Le mieux c'est de faire de l'écho. Et donc vous aviez pris un intervalle de combien ? Parce que le chiffre peut apparaître comme ça pendant 3 minutes, il faut qu'il le soit stable pendant une demi-heure, 1 heure. Quel est votre... Dans le protocole, je pense que c'était moi j'ai un souvenir de toutes les heures. Ouais. Toutes les heures. Donc c'était aussi, en termes de généralisation, c'est compliqué, parce qu'effectivement, il fallait faire une écho toutes les heures.
tu as très bien montré, Étienne, la variabilité interindividuelle des patients chez qui on mesure, même de manière expérimentale, donc avec des mesures qui sont probablement beaucoup plus précises que pour l'étude du patient. Ça ne me paraît pas très pertinent de prendre une valeur, on va dire, quel chiffre. Il serait plus pertinent de voir, on fait une manœuvre thérapeutique et on voit comment le chiffre évolue et on va s'adapter au fur et à mesure sur l'évolution du chiffre lui-même. Moi, quand on imagine, ce qu'on commence à imaginer, un protocole d'optimisation hémodynamique basé sur l'angle, etc., évidemment, l'idée n'est pas d'avoir une valeur fixe, parce que justement, elle est un mélange des reflets d'une pathologie intrinsèque de rigidité artérielle et puis des effets des médicaments. Donc c'est vraiment l'idée de, comme dans beaucoup, de passer l'induction d'anesthésie, d'avoir une valeur un peu de référence et de se dire qu'on essaye de, en jouant sur le volume, la pression et le choix du médicament autour de plus ou moins 10%, qui semble être la marge de mesure, enfin d'erreur de la mesure de ce paramètre-là. Parce que je crois qu'il y a aussi en physiologie cardiovasculaire, quand même, ce qu'on observe et ce qu'on voit. Et c'est pour ça que même notre façon maintenant d'administrer nos médicaments vasopresseurs en perfusion continue plutôt qu'en bolus témoigne du fait, et il y a beaucoup d'éléments de preuve pour montrer que la variabilité est mauvaise. La variabilité de la pression artérielle, c'est mauvais. La variabilité du volume, donc c'est non seulement maintenir à un niveau élevé, mais maintenir à un niveau le plus constant possible, qui semble être aussi favorable au devenir des patients. Les évolutions à moyen terme, ce sera un paramètre. Et là, on rentre dans une nouvelle révolution, à mon avis, numérique de l'analyse des données. Et est-ce qu'il y a des patients pour lesquels ce n'est pas applicable? Par exemple, les patients qui ont des arythmies cardiaques, est-ce qu'il y a des patients qui sortent du champ de l'applicabilité? Pour l'élastance dynamique, oui. Hein, on est dans les mêmes limites que les variations, enfin tous les outils dynamiques qu'on connaît. Pour ce qui est de la boucle, on a un sous-groupe de patients arythmiques. Donc c'est un peu comme la validité de la mesure du volume d'éjection systolique avec les Dopplers. Il faut un moyen âge plus grand. Donc la limite, elle est pas. On peut obtenir une valeur moyenne plutôt fiable. Après, la difficulté est d'obtenir un signal. Donc on est après dans les limites là du Doppler en ce qui concerne le GALA. Et après, quand il y a des pathologies valvulaires ou des dilatations anévrismales... Même limite, oui, que le Doppler œsophagien, en l'occurrence, tout à fait. Merci beaucoup. Il n'y avait pas limite dans le titre de ma présentation. Est-ce qu'il y a d'autres questions dans la salle? Et on va passer à la troisième présentation. Merci beaucoup.